Janvier 1938. Maurice Ravel est mort sans laisser de descendance. Mais qu'en est-il de ses dernières volontés? Alors curieusement, Maurice Ravel n'a pas fait de testament, mais la maladie qu'il subissait inexorablement l'a empêché de penser à ce détail, lui qui toute sa vie s'est désintéressé des questions matérielles. Édouard, son frère, hérite du Belvédère, sa maison de Montfort, mais aussi des droits liés au contrat que le compositeur a signé avec son éditeur, René Domange. Mais qu'y a-t-il dans le contrat du boléro? Si vous regardez le contrat, vous verrez qu'il n'y a rien. Il y a « je vends pour un prix donné ». Donc c'est une cession totale. Je me dépouille de la totalité de mes droits moyennant un prix forfaitaire de 20 000 francs. Et les droits SACEM. Et c'est tout. Tout le reste, à la limite. C'est ce type de contrat abusif que Jean Zay, le nouveau ministre des Beaux-Arts, veut réformer. À l'Assemblée nationale, la réforme du droit d'auteur qu'il tente de mettre en place menace les intérêts des éditeurs. Dans cette bataille, il y a deux figures emblématiques. Jean Zay, donc, qui dépose ce projet de loi, et de l'autre côté, comme par hasard, René Domange, donc, à la tête des éditions Durand, depuis 1928, précisément la date à laquelle Boléro paraît. René Domange s'insurge contre cette ingérence de l'État, une spoliation commise aux dépens des maisons d'édition. C'est un opposant farouche à toutes les tentatives de réforme du Front populaire et évidemment, il est contre la tentative de réforme du droit d'auteur proposée par Jean Zay. Mais les craintes de Domange vont être balayées par le vent de l'histoire. Alors que le député Domange dépose une proposition visant à dissoudre le Parti communiste, le 1er septembre 1939, le ministre Jean Zay demande au président Daladier d'être relevé de ses fonctions pour s'engager dans l'armée. Le lendemain, la France déclare la guerre à l'Allemagne et sonne le glas du projet de Jean Zay. Soufflant d'outre-Atlantique, la clarinette de Benny Goodman offre l'un des premiers hommages du jazz au boléro. Juin 1940. La France est à genoux. Le drapeau nazi flotte sur Paris. René Domange, l'éditeur de Ravel, gagne en influence. Il est nommé par Pétain directeur du comité d'organisation des industries et commerces de la musique. Il déclare vouloir étendre les collaborations avec l'étranger. L'occasion lui en est offerte le 20 juin 1941. Ravel est à l'affiche du palais de Chaillot. Le boléro est joué devant une salle comble. Il devient l'ambassadeur involontaire des ambitions de René Domange. Le joug des lois raciales s'est abattu sur la France et sur le monde des arts. Des œuvres sont interdites à la radio, des listes sont constituées, des avoirs mis sous séquestre. Les éditions Enoch, éditeurs de la première œuvre de Ravel, sont victimes de l'arianisation économique et doivent céder leur maison d'édition. Personne n'a rien fait. Mon grand-père était administrateur de la SACEM. Il avait la Légion d'honneur. Personne n'a rien fait pour eux. À la SACEM, on s'interroge. Que faire avec les reversements des droits des sociétaires juifs? Le chef du service contentieux demande à être reçu au commissariat général aux questions juives. Le 17 novembre 1941, une circulaire est envoyée à tous les membres de la SACEM. Elle précise « Toute fausse déclaration d'arianité pourrait entraîner l'internement dans un camp de concentration ». La circulaire est signée Jean-Jacques Lemoyne, un personnage secret qui, 30 ans plus tard, disputera à René Domange les droits du boléro. Pour les amis de Ravel, la menace se précise. Ida Rubinstein, la muse du boléro, s'envole pour Londres où elle mettra sa fortune au service des blessés de guerre. Le jeune compositeur Manuel Rosenthal, dernier élève de Ravel, est en danger. Lorsqu'en 1941, j'ai été frappé par les lois du gouvernement de Vichy, son frère Édouard
a pu, à juste titre, écrire au maréchal Pétain pour lui dire « Monsieur le maréchal, si mon frère Maurice vivait aujourd'hui, à cause de ce que vous faites à son élève, Manuel Rosenthal, et à bien d'autres, il vous rendrait sa nationalité française. » Fuyant les lois raciales, Ray Ventura embarque avec ses musiciens direction Rio. Parmi eux, le jeune Henri Salvador. Avec eux, le boléro prend des accents swing. Huit jours plus tard, c'est une délégation d'un autre type qui quitte Paris. À Vienne se sont réunis les représentants de 19 nations. À la tête de la délégation française se trouvaient messieurs Haudecoeur, Jacques Roucher, Florent Schmitt, Arthur Honegger Et René Domange. Tous ont répondu à l'invitation de Joseph Goebbels. Sur les boulevards, l'année suivante, Arletty est à l'affiche de Boléro, une comédie de Jean Boyer. Et la milice française défile. Elle compte un nouveau membre, René Domange. 1 mois et 2 jours avant le débarquement allié, le boléro est dirigé par Karajan au théâtre des Champs-Élysées. C'est la dernière fois qu'il est représenté devant un parterre d'officiers allemands. 8 jours de combat, et puis c'était à nouveau Paris, le vrai, l'éternel Paris. La libération met fin aux activités politiques de René Domange. L'éditeur de Ravel est inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais faute de preuves irréfutables, le dossier est refermé 1 an et demi plus tard. Au lieu dit le Puits du Diable, on retrouvera en septembre 1946 le corps de Jean Zay. L'adversaire de Domange à l'Assemblée a été assassiné 2 ans plus tôt par la milice. À Saint-Jean-de-Luz, après des années de liaison officieuse, Édouard Ravel épouse Angèle, la veuve de son ancien patron. Il a 69 ans, nous sommes en 1947, Columbia vient d'inventer le micro-sillon. Stan Kenton improvise Artistry in Bolero. En cette fin d'année 1947, l'ancien député Domange n'en a pas fini avec la justice. Il est de nouveau inculpé, cette fois d'intelligence avec l'ennemi. L'éditeur de Ravel parviendra-t-il cette fois encore à échapper à une condamnation? Et que fera Édouard Ravel pour perpétuer la mémoire de son frère?